Ma mère a réclamé mon billet de loterie et m'a expulsé, fais tes valises. Mais elle a oublié que je suis une auditrice senior, et j'ai éclaté de rire quand j'ai vu la date d'expiration sur son billet. Il pleuvait à verse un mardi soir. Ma mère m'a enfin montré exactement qui elle était vraiment. Le genre de pluie forte et incessante qui traverse vos vêtements et vous glace jusqu'aux os. Je venais de terminer un service brutal de 14 heures au cabinet. Je suis une auditrice senior en conformité. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, toute ma carrière consiste à traquer l'argent manquant, à examiner les notes de frais frauduleuses et à trouver les mensonges que les gens essaient si désespérément de cacher dans leurs documents. Je cherche les incohérences. Je cherche la vérité cachée dans les chiffres. Au moment où j'ai garé ma voiture dans l'allée de la maison que je louais, mes yeux me brûlaient d'avoir fixé des feuilles de calcul toute la journée. Mes épaules me faisaient mal à cause de la tension, et tout ce que je voulais au monde était une douche chaude et mon lit chaud. Mais alors que je montais les marches du perron, mes lourdes bottes de travail éclaboussant les profondes flaques qui se formaient sur le béton, j'ai remarqué quelque chose de grand qui bloquait le porche d'entrée. Deux grands objets familiers étaient assis juste sous la faible lumière jaune et vacillante du porche, se faisant complètement tremper par la pluie. C'étaient mes valises. Mon pouce est accéléré pendant une brève seconde. C'était une soudaine poussée de panique, une montée d'adrénaline, me faisant penser qu'il y avait peut-être eu une effraction ou une sorte de terrible urgence médicale. Je me suis dépêché de monter les marches, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et je l'ai ouverte, l'eau dégoulinant de mon lourd manteau de laine. L'intérieur de la maison sentait fort le parfum de lavande chère et l'ail rôti. Le salon était vivement éclairé, la télévision hurlant en arrière-plan. Ma mère, Victoria, se tenait juste près de la cheminée. Elle portait sa robe de chambre en soie préférée, tenant un verre délicat de champagne bon marché qu'elle achetait toujours à l'épicerie du coin quand elle voulait prétendre qu'elle célébrait quelque chose de grandiose et d'important. Assis sur mon canapé en cuir chair, avec ses chaussures sales posées directement sur ma table basse en verre sur mesure, se trouvait mon frère aîné, Trevor. Trevor avait 35 ans, était au chômage chronique, et me souriait actuellement comme s'il venait de gagner le Super Bowl. Je suis entré, la pluie de mon manteau s'égouttant sur le parquet coûteux que j'avais payé de ma propre poche pour le faire polir le mois dernier. « Qu'est-ce qui se passe ici » ai-je demandé, ma voix plate, fatiguée et empreinte de confusion. « Pourquoi mes valises sont-elles dehors sur le porche sous la pluie » Victoria a pris une lente et très dramatique gorgée de son champagne. Elle m'a regardé, mais elle ne m'a pas regardé de la façon dont une mère regarde sa fille. Elle m'a regardé comme si j'étais un inconvénient mineur, un parasite qu'elle chassait enfin. Parce que, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une arrogance et d'une supériorité absolue, tu pars ce soir. Je la fixai, clignant des yeux pour chasser l'épuisement. Je paie le loyer ici. Je paie la facture d'électricité. Je paie pour chaque morceau de nourriture dans cette cuisine. Plus maintenant, lança-t-elle, me coupant sèchement. Elle posa son verre de champagne sur le manteau de la cheminée et plongea la main profondément dans la poche de sa robe de chambre en soie. Ses doigts, fraîchement manucurés et tremblants d'une sorte d'excitation maniaque, sortirent un petit bout de papier rectangulaire. Elle le leva haut dans les airs comme si c'était une relique sainte, un ticket d'or pour le paradis. Je n'ai plus besoin de tes pathétiques centimes, Helena. J'ai gagné le jackpot. 3 500 000 $. Trevor laissa échapper un grand rire moqueur depuis le canapé. C'est ça, petite sœur. Maman est riche maintenant. Nous n'avons pas besoin que tu agisses comme si tu étais la propriétaire juste parce que tu as un travail de bureau ennuyeux et que tu paies quelques factures. Maman nous achète un immense manoir. J'ai supporté ta terrible attitude pendant des années, continua ma mère, son visage se tordant en un rictus laid et amer. Toujours à me faire sentir comme un fardeau. Toujours à me rappeler combien les choses coûtent. Eh bien, j'ai trouvé les bons numéros. Je suis la gagnante. C'est ma maison maintenant, et je veux que tu partes immédiatement. Va te trouver un petit appartement pas cher, et emporte ton énergie misérable avec toi. Le droit absolu dans sa voix me frappa comme un coup physique. Elle me jetait à la rue sous une pluie battante. Sans la moindre hésitation, à la seconde même où elle a cru qu'elle n'avait plus besoin de mon argent pour survivre. 10 ans de mon sacrifice, effacés en un instant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon cerveau, entraîné à rester complètement neutre sous une pression extrême, est simplement devenu froid. J'ai regardé le billet dans sa main. « Laisse-moi voir ce billet »
dis-je doucement, gardant ma voix parfaitement égale. Ma mère a instantanément ramené sa main vers sa poitrine, ses yeux se plissant de suspicion et de paranoïa profonde. « Oh non, tu ne touches pas à mon billet. Je sais exactement comment tu es, Elena. Tu vas essayer de dire que tu l'as payé, ou tu vas essayer de me l'arracher. Il est à moi. Je l'ai acheté. Je ne vais pas y toucher, dis-je, gardant mes mains bien rentrées dans les poches de mon manteau humide. Je veux juste le regarder d'ici. Tu peux le tenir. » Elle hésita un instant, pesant ses options, puis projeta à nouveau sa main en avant, gardant une prise serrée, les jointures blanches, sur les bords du papier fragile. Elle le tenait à environ 2 pieds de mon visage. « Regarde autant que tu veux. Mémorise les numéros si ça te fait plaisir. 22, 34, 41, 55, 60, et le numéro Powerball est 12. Les numéros exacts qu'ils viennent de lire au tirage à la télévision ce soir. » J'ai regardé le billet. Comme je l'ai dit, je suis une auditrice. Toute ma carrière est basée sur la philosophie simple et indéniable que les gens mentent, mais le papier, non. Les documents racontent la véritable histoire. Mes yeux ont automatiquement balayé le texte imprimé sur le billet de loterie. Je ne me suis pas contenté de regarder les gros numéros de loterie en gras imprimés au centre. C'est là que les amateurs regardent. Mes yeux se sont déplacés vers le coin supérieur gauche, puis vers le coin inférieur droit. J'ai regardé le code barre. J'ai regardé le code du point de vente. J'ai regardé l'horodatage. Et plus important encore, j'ai regardé la date d'expiration imprimée directement sous le logo de la loterie. Mon cerveau a traité toutes ces données en une fraction de seconde. La date clairement imprimée sur le billet qu'elle tenait était celle du tirage qui avait eu lieu il y a exactement 7 jours, pas ce soir. C'était un vieux billet. C'était un perdant complet de la semaine dernière. Un billet que j'avais acheté sur un coup de tête, que j'avais fourré dans la poche de mon manteau, et que j'avais plus tard jeté sur le comptoir de la cuisine parce que je l'avais vérifié le lendemain du tirage et réalisé qu'il ne valait rien. Elle a dû le trouver dans la cuisine aujourd'hui, entendre les numéros gagnants du soir annoncés à la télévision, et s'est convaincue d'une manière ou d'une autre que c'était le billet actif actuel. Dans sa cupidité frénétique et écrasante, elle n'avait regardé que les numéros gagnants et avait complètement ignoré la date du tirage. Une étrange sensation bouillonnante a commencé au fond de ma poitrine. C'était comme un mélange de choc pur et non adultéré entrant en collision frontale avec l'absurdité absolue de la situation. Ma gorge s'est serrée, puis un son m'a échappé. Cela a commencé comme une petite expiration brusque. Puis c'est devenu plus fort. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sombre, creux, complètement incontrôlable qui a résonné sur les murs du salon. J'ai penché la tête en arrière, le son s'arrachant de ma gorge. C'était le son de mon cœur se brisant en 1 million de morceaux et de mon esprit devenant parfaitement clair et cristallin en même temps. Le sourire arrogant et victorieux de ma mère affaiblit instantanément. Elle a retiré le billet, le serrant à nouveau fermement contre sa poitrine. « Qu'est-ce qui est si drôle? Tu perds la tête parce que tu es jalouse? C'est ça? Tu ne supportes pas que ce soit moi qui ai l'argent maintenant. » Trevor se leva rapidement du canapé, pointant un doigt agressivement vers moi. « Tais-toi, Elena. Tu es juste amère parce que maman obtient enfin ce qu'elle mérite, et tu n'obtiens absolument rien. Tu es une perdante. » J'ai arrêté de rire, prenant une profonde et lente inspiration pour calmer mon cœur qui s'emballait. La froideur est revenue, gelant mes veines, transformant mes émotions en glace. J'ai regardé directement ma mère, regardant droit au-delà de ses yeux colériques et avides, dans la personne creuse qu'elle était vraiment. « Vous avez absolument raison, mère, dis-je, ma voix étrangement calme, lisse comme du verre. Vous obtenez enfin exactement ce que vous méritez. » J'ai laissé le lourd silence planer dans l'air pendant une seconde. Vous devriez peut-être vérifier les petits caractères sur ce billet avant de commencer à choisir les couleurs de peinture pour votre nouveau manoir. Elle a baissé les yeux sur le billet dans sa main, puis m'a regardé, le front plissé d'une profonde confusion. De quoi parles-tu? Les numéros correspondent parfaitement. Je les ai vérifiés 3 fois sur l'écran de la télévision. Je suis sûr que vous l'avez fait, ai-je répondu, lui tournant le dos sans un mot de plus. Je ne lui ai pas fait remarquer la date. Je ne lui ai pas expliqué son erreur massive. Ça, c'était l'ancienne Elena, la bonne fille obéissante qui l'aurait gentiment corrigée, lui aurait évité l'embarras public,
et lui aurait probablement offert d'acheter un billet royal le lendemain juste pour la voir sourire. Mais cette fille est morte au moment exact où Victoria m'a dit de sortir de ma propre maison. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte, laissant le vent froid et humide souffler directement dans le couloir chaud. Je suis sorti sur le porche sous la pluie battante et j'ai attrapé les lourdes poignées de mes 2 valises. « Où crois-tu que tu vas ?» a exigé Trevor, sa voix sonnant soudainement très défensive, masquant une panique soudaine et silencieuse que je les quitte réellement. « Nous ne te donnerons pas un seul centime pour une chambre d'hôtel ce soir. »« Je n'ai pas besoin de ton argent, Trevor, » dis-je par-dessus mon épaule. J'ai traîné les lourdes valises sur les marches en béton mouillé, les roues cliquant bruyamment et rythmiquement contre le chemin. J'ai ouvert le coffre de ma voiture, j'ai hissé les lourds sacs à l'intérieur, et j'ai refermé le coffre d'un coup sec et satisfaisant. En montant dans le siège du conducteur, la pluie battant un tambour fort et régulier contre le toit en métal, j'ai allumé la lumière de l'habitacle. J'ai plongé la main dans mon sac à main en cuir et j'ai sorti mon portefeuille. Du compartiment zippé, caché et sécurisé tout au fond, j'ai glissé un petit bout de papier rectangulaire. Il était lisse et impeccable. J'ai regardé attentivement les numéros, 22, 34, 41, 55, 60 et 12. Puis j'ai regardé la date. C'était la date d'aujourd'hui. Le bon tirage, le billet de 3 500 000 $. Un souffle silencieux et profondément satisfait a quitté mes lèvres. J'ai remis le billet en sécurité dans le compartiment caché, j'ai démarré le moteur de ma voiture, et je suis sorti de l'allée sans même jeter un regard en arrière vers la maison. Ma mère pensait honnêtement qu'elle se débarrassait d'un terrible fardeau. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de s'enfermer dans un bâtiment en feu, après avoir fièrement remis le seul extincteur en état de marche à la personne qu'elle venait de jeter dans la tempête. J'ai conduit prudemment à travers la forte pluie jusqu'à un hôtel d'affaires cher à proximité et j'ai pris une chambre calme et propre au 4e étage. J'ai jeté mon manteau mouillé sur le fauteuil de lecture, je me suis assise sur le bord du matelas rigide, et j'ai simplement écouté le faible bourdonnement du climatiseur. Pour la toute première fois en 10 longues années, je n'avais pas à me soucier de savoir si Trevor avait laissé la cuisinière à gaz allumée ou si ma mère avait dépassé le plafond de sa 3e carte de crédit en achetant des chaussures de créateur dont elle n'avait pas besoin et qu'elle ne porterait jamais. Pendant 10 ans, j'avais été le compte bancaire gratuit de la famille, leur assistante personnelle, et leur punching ball émotionnel. Tout a commencé quand mon père est mort d'une crise cardiaque soudaine. J'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université, commençant mon premier emploi de premier échelon dans un prestigieux cabinet comptable. Ma mère a prétendu qu'elle était bien trop dévastée pour travailler. Elle a dit à tout le monde qu'elle avait besoin de temps pour faire son deuil, de temps pour guérir. Les mois se sont rapidement transformés en années. Le deuil s'est transformé sans heurts en un état permanent de droit absolu. Puis il y avait mon frère, Trevor. C'était l'enfant chéri. Le garçon qui ne pouvait faire absolument aucun mal aux yeux de ma mère. Pendant que je faisais des semaines de travail de 80 heures, étudiant tard dans la nuit pour mes examens d'expert comptable, Trevor était dehors à se trouver. Il a essayé d'être un musicien professionnel. J'ai acheté ses guitares acoustiques chères. Il a essayé d'être un investisseur immobilier. J'ai payé ses factures d'internet à haut débit et lui ai acheté les costumes sur mesure chers dont il disait avoir désespérément besoin pour avoir l'air professionnel. Il a lancé une entreprise de dropshipping en ligne qui a fait complètement faillite en 3 mois, le laissant avec 10 000 $ de dette. Devinez qui a payé la banque pour lui éviter des ennuis judiciaires? C'est moi. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, chaque fois que je disais que je n'avais tout simplement pas l'argent pour financer leur style de vie, toute la machine familiale se retournait contre moi. Ma mère soupirait profondément, se serrant la poitrine, parlant de sa tension artérielle qui montait et de comment j'allais lui donner une crise cardiaque comme mon père. Trevor me traitait de robot d'entreprise égoïste qui se souciait plus des feuilles de calcul que de son propre sang. Je payais le loyer de la grande maison dans laquelle nous vivions. Je payais les courses chaque semaine. Je payais les factures de services publics, l'assurance automobile et les primes d'assurance maladie. J'ai essentiellement adopté 2 adultes qui me détestaient secrètement pour tenir la laisse alors qu'ils étaient ceux qui me l'avaient tendue et exigeaient que je les tire. Je suis devenu une machine. Je travaillais. Je payais les factures. Je dormais 5 heures et je répétais le cycle. Je pensais honnêtement que si je travaillais assez dur, si je les gardais à l'aise, ils finiraient par me respecter. Finalement, ma mère me regarderait et dirait qu'elle était fière de moi.
Mais ce soir a prouvé ce que je craignais secrètement depuis toujours. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur fournir. Et à la seconde même où ils ont cru avoir leur propre argent, ils m'ont jeté comme un appareil cassé et inutile. Assise dans cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé que j'avais gâché toute ma vingtaine à financer la vie de 2 personnes qui ne traverseraient pas la rue pour me sauver si j'étais en feu. Ma mère, Victoria, avait une maîtrise en réécriture de l'histoire. C'était le genre de femme qui pouvait intentionnellement brûler votre maison jusqu'aux fondations et ensuite pleurer bruyamment parce que la fumée avait ruiné son maquillage cher. Son arme favorite absolue était le concept de dette. Je t'ai donné la vie, Elena, disait-elle, assise confortablement à la table de la cuisine en buvant du café pendant que je faisais un gros chèque pour la facture d'électricité d'hiver. J'ai ruiné mon corps pour toi. J'ai sacrifié ma jeunesse pour t'élever. Que tu paies quelques factures ici est le strict minimum qu'une fille devrait faire pour sa mère. Elle était brillante pour jouer la victime. Elle organisait des dîners somptueux pour ses amis, achetant des vins importés chers avec ma carte de crédit. Je rentrais à la maison après un service épuisant de 12 heures pour trouver la maison pleine de ses invités riant et mangeant la nourriture que j'avais payée. Elle me présentait avec un sourire pincé et condescendant. Voici Elena. Elle travaille dans un bureau en ville. Elle reste avec moi parce que le loyer dans cette ville est tellement élevé pour les jeunes, vous savez. Cela ne me dérange pas de l'aider jusqu'à ce qu'elle soit sur pied. Elle a complètement inversé le récit pour le monde extérieur, pour nos voisins et tous ses amis. Victoria était une veuve généreuse et riche qui permettait à sa fille ingrate et en difficulté de vivre dans sa belle maison. Absolument personne ne savait que le bail était entièrement à mon nom. Personne ne savait que les meubles en cuir cher sur lesquels ils étaient assis avaient été achetés avec mes chèques de bonus annuels. Si jamais j'essayais de la corriger en public, si jamais je mentionnais doucement que c'était en fait ma maison, elle attendait que les invités partent puis déchaîner une tempête massive d'abus émotionnels. « Comment oses-tu m'embarrasser devant mes amis ?» criait-elle, des larmes montant parfaitement dans ses yeux. « Tu essaies juste de me faire paraître petite. Tu es une fille cruelle et froide, Elena. Tu n'as pas de cœur. Tu veux juste me contrôler avec ton argent. » C'était une tactique de manipulation psychologique classique. Nier, attaquer, et inverser la victime et l'agresseur. Elle me faisait me sentir complètement folle. Elle me faisait constamment douter de ma propre santé mentale et de ma propre mémoire. Pendant des années, je l'ai cru. Je pensais que mon désir d'indépendance financière était en fait un terrible défaut de caractère. Je pensais que fixer des limites faisait de moi une mauvaise personne, ingrate. Mais assise seule dans cette chambre d'hôtel calme, avec le silence m'enveloppant comme une lourde couverture réconfortante, le brouillard épais s'est enfin dissipé. Le gaslighting avait perdu son pouvoir sur moi. Parce que les chiffres ne mentent pas. Les mathématiques n'ont absolument aucune émotion. J'avais tous les relevés bancaires. Je savais exactement qui avait financé cette famille pendant une décennie. Elle ne m'avait pas donné un foyer. J'avais construit un abri de luxe pour un parasite, et le parasite venait de demander officiellement à être coupé de l'hôte. J'étais plus qu'heureuse de m'exécuter. J'ai fermé mes yeux fatigués et j'ai repensé à il y a exactement 14 jours. C'était un mercredi soir. Je venais de terminer un audit massif et très stressant pour un client d'entreprise majeure et je rentrais chez moi, complètement vidé de toute énergie. Le réservoir d'essence de ma voiture était presque vide, le témoin lumineux brillant sur le tableau de bord. Alors, je me suis arrêté dans une station-service bien éclairée à la périphérie de la ville. Je suis entré pour payer l'essence et j'ai pris une bouteille d'eau froide et un sandwich à la dinde rassis. Alors que j'attendais à la caisse pour payer, j'ai vu le présentoir de la loterie briller sur le comptoir. Le jackpot était exceptionnellement élevé. Je ne joue jamais. En tant qu'auditrice, je connais intimement l'impossibilité statistique de gagner à la loterie. C'est mathématiquement un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les probabilités de base. Mais j'étais si fatigué, si désespérément, profondément fatigué de ma vie, du train-train constant de l'entreprise, du poids lourd et suffocant de ma mère et de mon frère sur mon dos. Juste pour une brève seconde, je me suis permis de m'adonner à un fantasme. Et si je gagnais ? Et si je pouvais simplement disparaître et ne plus jamais regarder une autre feuille de calcul ? Donnez-moi un billet Quick Pick pour le grand tirage, ai-je dit au caissier, en montrant le présentoir. Il a imprimé le billet et me l'a tendu. Je n'ai pas payé en espèces. J'ai payé avec ma carte de débit principale.
J'ai tapé la carte en plastique sur la machine, j'ai pris le reçu imprimé, j'ai plié le billet à l'intérieur, et je l'ai fourré négligemment dans mon sac à main. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai sorti le billet de mon sac à main et je l'ai laissé sur l'îlot de la cuisine, l'oubliant complètement au moment de mon réveil le lendemain matin. Il est resté là pendant une semaine entière. Quand le tirage a eu lieu, j'ai rapidement vérifié les numéros en ligne, j'ai vu que je n'avais pas gagné un seul dollar, et je l'ai laissé là sur le comptoir près du sucrier en céramique, avec la pleine intention de le jeter à la poubelle plus tard. Puis hier soir, le même sentiment d'épuisement écrasant m'a frappé. Je me suis arrêté dans une supérette complètement différente près de mon immeuble de bureau. Le jackpot avait été reporté. Il était maintenant de 3 500 000 $. La foudre a frappé mon cerveau fatigué 2 fois. J'ai acheté un autre billet. Encore une fois, j'ai utilisé ma carte de débit. J'ai pris le reçu, j'ai plié soigneusement le nouveau billet et je l'ai placé en toute sécurité dans la poche zippée cachée de mon portefeuille en cuir. C'était le billet qui se trouvait dans mon portefeuille en ce moment. Le billet gagnant. Ma mère avait trouvé le vieux billet périmé de la semaine dernière à côté du sucrier. Elle avait entendu les numéros gagnants du tirage actuel à la télévision ce soir-là, avait couru frénétiquement dans la cuisine, avait attrapé le premier bout de papier de loterie qu'elle avait vu, et n'avait vérifié que les gros numéros en gras imprimés au milieu. Elle n'a jamais vérifié les petits caractères en haut. Elle n'a jamais vérifié la date du tirage. Elle pensait honnêtement qu'elle avait volé mon miracle. Au lieu de cela, elle avait littéralement volé mes ordures, et elle traitait actuellement ce bout de déchet comme si c'était un pot d'or. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de la chambre d'hôtel stérile et merveilleusement calme. La grande télévision était éteinte. Le seul son était la pluie qui frappait encore la vitre épaisse. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti mon téléphone portable. L'écran s'est allumé. J'avais 3 appels manqués, tous de Trevor. 2 messages textes de Victoria. J'ai ouvert l'application de messagerie pour les lire. Le premier message disait « Laisse les clés de la maison dans la boîte aux lettres demain matin. N'essaie en aucun cas d'entrer dans la maison. J'appellerai immédiatement la police et te ferai arrêter pour violation de propriété. » Le deuxième message, envoyé 10 minutes plus tard, disait « Je change le mot de passe du Wi-Fi ce soir pour que tu ne puisses pas t'asseoir dans ta voiture et voler mon Internet depuis la rue. Bonne vie, perdante. Ne nous contacte plus jamais. » En lisant ces mots, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne ressentais plus de colère. La colère exige un certain niveau d'attachement. La colère exige que vous vous souciez réellement de la personne qui vous fait activement du mal. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était un vide profond et glacial. Les derniers fils restants de l'obligation familiale, de la culpabilité déplacée, du désir désespéré et pathétique de l'amour sincère d'une mère, ils ont tous cédé simultanément. J'ai ouvert l'application des contacts de mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au nom enregistré comme maman. J'ai appuyé sur le bouton de modification. J'ai supprimé le mot maman et j'ai tapé Victoria. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai fait défiler jusqu'à Trevor et j'ai entièrement supprimé son profil de contact. La bonne fille, la martyre de la famille, le distributeur automatique de billets obéissant est morte définitivement dans cette chambre d'hôtel. Elle était partie pour toujours. À sa place, l'auditrice senior en conformité a pris le contrôle absolu. Je suis une professionnelle formée pour démolir les mensonges. Je passe toute ma vie à construire des murs impénétrables de documentation et de preuves. Victoria et Trevor voulaient jouer à un jeu dangereux de pouvoir et d'argent. Ils voulaient utiliser la loi et la propriété comme des armes pour me blesser. Mais ils ont oublié un détail incroyablement crucial. C'est moi qui détiens tous les papiers. C'est moi dont le nom est légalement sur les contrats. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de chevet en bois. Je me suis allongé sur les oreillers propres et impeccables et j'ai fixé le plafond blanc. Demain. La banque ouvrait exactement à 9 h du matin. Le bureau de la commission de la loterie de l'État ouvrait à 10 h. J'avais besoin de dormir un peu parce que demain, j'allais en guerre et j'allais l'exécuter impeccablement, silencieusement, et entièrement selon les règles. Si vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique de billets gratuits par votre propre famille, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cette histoire. Merci beaucoup.
Le lendemain matin, mes yeux se sont ouverts brusquement à 6 heures exactement. Je n'avais pas besoin de réveil. Mon horloge interne était parfaitement calibrée par des années de réunions matinales avec les clients et de sessions de calcul tardives. Le brouillard émotionnel et la profonde tristesse de la veille s'étaient complètement évaporés de mon esprit, laissant derrière une concentration clinique, précise comme un laser. J'ai pris une longue douche incroyablement chaude, laissant la vapeur me vider la tête. Je me suis habillé de mon tailleur d'affaires gris foncé le plus élégant et professionnel, j'ai ciré mes talons noirs, et j'ai attaché mes cheveux en un chignon serré et soigné. Quand je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel vivement éclairé, je n'ai pas vu une victime d'abus familial. J'ai vu une femme d'entreprise hautement qualifiée se préparant à une prise de contrôle hostile. Mon tout premier arrêt de la journée fut la banque. J'ai franchi les lourdes portes en verre du grand hall juste à leur ouverture à 9 heures. J'ai contourné la file d'attente des guichets et je suis allé directement à la zone sécurisée des coffres pour louer un grand coffre-fort. Dans la salle de visionnement privée et insonorisée, j'ai soigneusement sorti le billet de loterie gagnant de mon portefeuille. Je l'ai placé dans une pochette de protection en plastique dur, je l'ai posé à plat dans la boîte en métal froid et je l'ai verrouillé en toute sécurité. Seul moi avais la clé physique. Les 3 500 000 $ étaient maintenant complètement sécurisés. Mais je savais que je n'allais pas simplement entrer dans le bureau de la loterie de l'État, leur tendre le billet, et le réclamer publiquement. C'est une erreur de débutant monumentale. Dans mon état, les gagnants de la loterie peuvent facilement faire l'objet de demandes d'accès aux archives publiques, ce qui signifie que votre nom complet et le montant que vous avez gagné sont imprimés dans le journal local pour que tout le monde le voie. Victoria le verrait inévitablement. Elle réaliserait instantanément son erreur humiliante concernant la date d'expiration, et sa manipulation émotionnelle se transformerait instantanément en harcèlement juridique intense et en traque. Donc, mon deuxième arrêt de la matinée fut un cabinet d'avocats haut de gamme et incroyablement cher situé en plein cœur du quartier financier du centre-ville. Je suis entré et j'ai demandé une consultation immédiate avec un avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine de grande valeur et les fiducies privées. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face d'un immense bureau en acajou, face à un avocat aux cheveux argentés et vifs nommé Arthur. Je détiens un billet de loterie gagnant, lui dis-je, gardant ma voix strictement professionnelle, sans afficher aucune émotion. 3 500 000 $. Je dois le réclamer de manière complètement anonyme pour me protéger de membres de ma famille très hostiles et financièrement abusifs. Je veux établir une fiducie aveugle immédiatement. Je veux que la fiducie réclame légalement le prix en mon nom. Et je veux que les fonds soient acheminés vers un compte offshore privé qui ne peut être retracé à mon nom par personne. Arthur hocha lentement la tête, appréciant clairement ma franchise et mon manque d'hystérie. Très judicieux, mademoiselle Helena. Nous voyons des familles se déchirer devant les tribunaux pour beaucoup moins d'argent que ça. Nous pouvons rédiger et mettre en place une fiducie révocable entre vifs pour vous aujourd'hui. Mon cabinet agira en tant que fiduciaire légaux. Nous réclamerons le prix en votre nom, et l'argent sera parfaitement protégé. Votre mère ne pourra pas toucher un seul centime, légalement ou autrement. J'ai signé l'énorme pile de documents, j'ai payé ses honoraires de provision élevés directement avec ma carte de crédit à haute limite, et j'ai remis la clé du coffre-fort à son équipe de sécurité spécialisée pour qu'elle s'occupe du transfert physique du billet. À midi, l'argent était légalement à moi, parfaitement caché derrière une forteresse massive et impénétrable de documents juridiques et de jargon d'entreprise. En sortant du cabinet d'avocat, mon téléphone portable a vibré violemment dans ma poche. C'était Victoria qui appelait. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis la sonnerie en mode silencieux et j'ai laissé l'appel aller directement à la messagerie vocale. Je suis retourné directement à la chambre d'hôtel, j'ai commandé le service d'étage, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de commencer l'audit officiel. Les personnes qui vous abusent financièrement comptent souvent beaucoup sur le chaos de la vie quotidienne. Elles comptent sur le fait que vous ne vous souviendrez probablement pas exactement de combien d'argent vous leur avez donné mardi dernier ou qui a réellement payé les courses il y a 3 mois. Elles vous manipulent avec des déclarations vagues et non quantifiables comme « je paie ma juste part » ou « tu ne contribues presque à rien dans ce foyer ». Je ne fais pas dans le vague. Je fais dans les données. Je me suis connecté à mes portails bancaires en ligne. J'ai ouvert une immense feuille de calcul Excel vierge. Pendant les 3 heures solides suivantes, mes doigts ont volé furieusement sur le clavier. J'ai exporté chaque relevé bancaire, chaque relevé de carte de crédit, et chaque historique de transactions numériques des 5 dernières années entières. J'ai créé des colonnes détaillées.
J'ai catégorisé chaque dépense jusqu'au centime près. J'ai surligné envers chaque paiement de loyer transféré directement de mon compte au compte du propriétaire. En jaune, j'ai surligné chaque facture de service public, facture d'eau, et facture d'internet à haut débit payée depuis mon compte chèque. En rouge, j'ai surligné chaque course à l'épicerie, chaque facture médicale coûteuse pour Victoria, chaque prêt à Trevor qui n'a jamais été remboursé. Les données organisées peignaient une image indéniable et incroyablement brutale de la réalité. En exactement 5 ans, j'avais versé plus de 180 000 $ directement pour maintenir Victoria et Trevor en vie, logés, et à l'aise. Inversement, il n'y avait pas un seul virement entrant de leur part à moi. 0 $. J'ai exporté l'immense feuille de calcul dans un document PDF propre et très professionnel. J'ai joint tous les relevés bancaires justificatifs en annexe. J'ai créé une trace écrite si incroyablement solide qu'un juge fédéral l'accepterait sans hésiter une seconde. Ensuite, j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité de la maison intelligente sur mon ordinateur portable. Il y a 2 mois, après une série de vols de colis dans notre quartier, j'avais installé une caméra discrète activée par le mouvement dans le couloir de la maison, pointant vers la porte d'entrée et l'entrée de la cuisine. Victoria détestait absolument ça, prétendant que cela violait sa vie privée, mais elle ne savait pas comment l'éteindre ou la débrancher. J'ai fait défiler loin en arrière les enregistrements stockés dans le cloud. J'ai trouvé la date et l'heure exacte où j'étais entré dans la maison et avais laissé le billet de loterie périmé sur le comptoir de la cuisine. Puis j'ai avancé rapidement jusqu'à hier soir, peu de temps avant mon retour du travail. La vidéo haute définition était parfaitement claire. Elle montrait Victoria portant sa robe de chambre en soie, faisant les 100 pas dans le couloir. Le flux audio a clairement capté la télévision dans le salon annonçant les numéros de la loterie. J'ai regardé Victoria se figer complètement, puis sprinter frénétiquement dans la cuisine. 30 secondes plus tard, elle est revenue dans le champ de la caméra, tenant mon vieux billet, les yeux écarquillés d'une cupidité maniaque et indéniable. Elle n'avait pas acheté le billet. Elle ne l'avait même pas trouvé dans la rue. Elle l'avait pris directement de mon espace personnel à l'intérieur de la maison que je payais. J'ai téléchargé le clip vidéo et je l'ai sauvegardé en toute sécurité sur 3 disques cloud chiffrés différents. Mon téléphone a de nouveau vibré sur le bureau. Un autre message de Victoria. Le propriétaire vient de m'appeler. Le loyer est dû la semaine prochaine. Tu ferais mieux de transférer l'argent sur mon compte aujourd'hui. Je suis occupé à engager un architecte d'intérieur cher pour ma nouvelle maison et je n'ai pas le temps de m'occuper de tes jeux mesquins et enfantins. Envoie l'argent maintenant. J'ai souri, un sourire froid et très chirurgical. J'ai pris mon téléphone, j'ai ignoré son message et j'ai composé directement le numéro du propriétaire. Bonjour, Monsieur Davis, dis-je chaleureusement quand il a répondu. C'est Elena. J'appelle pour donner officiellement mon préavis de 30 jours pour résilier le bail de la maison. En fait, comme j'ai déjà déménagé toutes mes affaires, je restitue légalement la propriété avec effet immédiat. Vous pouvez conserver la caution pour couvrir le loyer du mois prochain. Ma mère et mon frère sont toujours à l'intérieur, mais mon nom est retiré des papiers aujourd'hui. Je comprends tout à fait, Elena, a dit Monsieur Davis avec un lourd soupir. Il connaissait la dynamique. Il savait exactement qui signait les chèques chaque mois. Je vais rédiger les formulaires de décharge légale et vous les envoyer par courriel. Est-ce qu'ils reprennent le bail? C'est entièrement entre vous et eux, ai-je répondu sans heurts. Ils prétendent avoir récemment reçu une très grosse somme d'argent. Je vous suggère fortement de leur demander une toute nouvelle caution. Passez une excellente journée. J'ai raccroché le téléphone. Le piège était parfaitement tendu. La trace écrite était complète. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de m'asseoir, de boire mon café, et d'attendre que leur fragile château de cartes s'effondre violemment sous son propre poids. Assise dans ma chambre d'hôtel calme, j'ai pris une longue et lente gorgée de mon café noir. La feuille de calcul sur mon écran était un chef-d'œuvre de clarté financière, mais je n'avais pas encore tout à fait terminé. Documenter le passé n'était que la première étape. La deuxième étape consistait à couper complètement les ponts avec l'avenir. Pendant des années, j'avais maintenu une carte de crédit secondaire attachée à mon compte principal. Je l'avais initialement donnée à Victoria pour les urgences absolues uniquement. Naturellement, sa définition d'une urgence a rapidement évolué pour inclure des sacs à main de créateurs, des traitements de salon coûteux et des vins importés. Chaque fois que j'avais essayé de l'annuler par le passé,
Elle se lançait dans un monologue dramatique et larmoyant sur le fait qu'elle n'avait aucun filet de sécurité, qu'elle était une veuve vulnérable, et que j'essayais délibérément de la laisser sans ressources. La culpabilité me rongeait toujours, et je laissais le compte ouvert. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y avait pas de culpabilité. Il n'y avait qu'une auditrice en conformité éliminant une énorme responsabilité financière. Je me suis connecté à mon portail sécurisé de cartes de crédit. Tout en haut de l'écran se trouvaient 3 transactions en attente. L'une concernait une consultation de design d'intérieur haut de gamme. Une autre, une agence de location de voitures de luxe. La troisième était une dépense massive dans une boutique de vêtements. Elle dépensait déjà les 3 500 000 $ qu'elle pensait avoir gagnés. Elle accumulait des dettes à mon nom, en supposant qu'elle rembourserait tout lorsque la commission de la loterie lui remettrait le chèque géant de fantaisie. J'ai déplacé ma souris sur l'écran et j'ai cliqué sur le bouton intitulé « Bloquer la carte ». L'écran s'est actualisé. La carte était maintenant entièrement gelée. Puis je suis allé plus loin. J'ai cliqué sur « Signaler perdu ou volé » et j'ai fermé de manière permanente la ligne de compte secondaire. Toutes les transactions futures seraient instantanément refusées. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis allé sur le site de mon fournisseur de télécommunications. Je payais l'Internet à haut débit à la maison. Je payais aussi pour le bouquet de télévision par câble premium, principalement pour que Trevor puisse s'asseoir sur le canapé toute la journée et regarder du sport tout en prétendant qu'il faisait du réseautage pour ses entreprises imaginaires. En quelques clics simples, j'ai complètement résilié le service. J'ai programmé la déconnexion pour qu'elle ait lieu à minuit pile ce soir. Puis vint l'assurance maladie. Je me suis connecté au portail et je les ai tous les deux retirés de ma liste de personnes à charge. C'étaient des adultes parfaitement capables de trouver leur propre couverture. Enfin, je me suis connecté à mon portail d'assurance automobile et j'ai retiré Trevor de ma police. Il conduisait une voiture que j'avais achetée, mais comme le titre de propriété était à mon nom, j'ai simplement suspendu l'immatriculation en ligne et annulé l'assurance. S'il essayait de la conduire, il commettrait une infraction routière. À chaque clic de souris, à chaque compte que je fermais, et à chaque service que je résiliais, un poids lourd et suffocant se levait de ma poitrine. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire méticuleusement un filet de sécurité confortable et luxueux pour 2 personnes qui me méprisaient profondément. Maintenant, je retirais ce filet fil par fil. Je ne le faisais pas par méchanceté ou par vengeance. Je le faisais parce que c'était la ligne de conduite logique et mathématiquement correcte. J'arrêtais l'hémorragie. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. Le cordon financier était complètement coupé. À partir de ce moment précis, Victoria et Trevor étaient entièrement livrés à eux-mêmes. Ils flottaient dans le monde réel sans gilet de sauvetage, ne comptant que sur un petit bout de papier sans valeur qui avait expiré il y a 7 jours. Il n'a pas fallu longtemps pour que la réalité s'installe. Exactement 2 heures après avoir bloqué la carte de crédit, mon téléphone portable s'est mis à sonner. J'ai regardé l'écran lumineux. C'était un numéro inconnu, mais je savais exactement qui était à l'autre bout du fil. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal sur mon ordinateur portable, j'ai appuyé sur « Enregistrer », puis j'ai répondu au téléphone. « Elena, qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang ?» a crié la voix de Victoria à travers le haut-parleur. Elle n'essayait plus de paraître comme la matriarche riche et supérieure. Elle semblait absolument frénétique, complètement déséquilibrée. « Bonjour, Victoria, dis-je, gardant ma voix parfaitement calme, plate et professionnelle. Comment puis-je vous aider ? Ne joue pas à tes stupides jeux d'entreprise avec moi, a-t-elle hurlé, sa voix résonnant comme si elle se tenait au milieu d'un grand magasin public. Je suis à la boutique en ce moment. La caissière vient de me dire que ma carte a été refusée. J'ai essayé de l'utiliser à nouveau et ils ont dit que le compte était fermé. Réactive-le tout de suite. Tu m'embarrasses devant ces gens. Je ne peux pas le réactiver, ai-je répondu sans heurts. C'était ma carte de crédit. Je ne vis plus dans cette maison et je ne finance plus votre style de vie. Vous avez gagné à la loterie, vous vous souvenez ? Vous m'avez dit que vous n'aviez plus besoin de mes pathétiques centimes. Vous devriez utiliser votre propre argent pour payer vos vêtements. Il y eut une soudaine et brusque inspiration à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu des bruits de lutte et la voix de Trevor est arrivée agressivement à travers le haut-parleur. « Écoute-moi bien, petite morveuse arrogante » a grogné Trevor,
essayant de paraître très intimidant. Tu te crois si intelligente, à couper l'internet et les cartes. Mais maman a déjà parlé à un avocat au téléphone ce matin. Nous savons ce que tu fais. Tu essaies juste de nous faire du mal parce que tu es jalouse. Oh, c'est ce que l'avocat imaginaire a dit? Ai-je demandé, sincèrement amusé. Il a dit que puisque tu vivais sous notre toit et que tu mangeais notre nourriture, tout gain financier massif pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux comme étant une propriété partagée du ménage, a dit Trevor avec confiance. Répétant clairement quelque chose qu'il avait frénétiquement cherché sur Google 10 minutes auparavant. Si tu essaies de réclamer cet argent pour toi seul, nous te traînerons dans le système judiciaire jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. Nous dirons à tout le monde que tu as volé le billet à maman. Tu nous dois la moitié. En fait, tu nous dois tout pour avoir été une fille si terrible et ingrate. Je l'ai laissé finir son petit discours. J'ai laissé le silence peser lourdement sur la ligne téléphonique pendant 5 bonnes secondes, laissant ces menaces ridicules et sans fondement sonner creux. Avez-vous fini? Ai-je demandé doucement. Ne nous teste pas, Elena, la voix de Victoria est revenue, essayant de paraître menaçante. Je vais ruiner ta vie. J'appellerai ton patron. Je dirai à ton entreprise que tu es une voleuse. Victoria, dis-je, ma voix baissant d'une octave, devenant incroyablement tranchante et froide. Vous n'êtes pas propriétaire du toit. J'ai loué la maison. Mon nom est sur le bail, que j'ai annulé aujourd'hui. Vous n'avez pas fourni la nourriture. J'ai acheté les courses avec ma carte de débit. Et quant aux billets de loterie, vous devriez peut-être arrêter de menacer les gens et commencer à prêter une attention très particulière aux détails de votre propre vie. Ne m'appelez plus jamais depuis ce numéro. Toute communication ultérieure doit passer par ma représentation légale. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué le numéro inconnu. J'ai arrêté l'enregistrement sur mon ordinateur portable et j'ai sauvegardé le fichier audio directement dans l'énorme dossier numérique intitulé « Preuve ». Il venait de me donner un enregistrement d'une tentative d'extorsion enveloppée dans une menace légale bizarre et délirante. Mon dossier était officiellement blindé. L'auditrice en moi a ressenti un frisson profond et satisfaisant. 6 jours passèrent sans un seul mot de Victoria ou de Trevor. J'ai passé la semaine à travailler depuis ma chambre d'hôtel, finalisant avec succès mes audits d'entreprise et regardant discrètement des annonces pour des appartements de luxe en centre-ville. Le silence de ma famille était d'or, mais je savais que ce n'était pas la fin. Victoria était une femme qui se nourrissait entièrement d'attention et de drame. Elle ne disparaîtrait jamais simplement et tranquillement en arrière-plan, surtout quand elle croyait détenir un billet gagnant de 3 500 000 $. Le mercredi après-midi, la réception de mon hôtel a appelé ma chambre. Ils ont dit qu'un coursier venait de déposer une enveloppe très formelle à mon nom. Je suis descendu et je l'ai récupérée. C'était du papier cartonné épais, cher, de couleur crème. J'ai ouvert l'enveloppe dans le hall. À l'intérieur se trouvait une invitation imprimée en élégantes lettres dorées. Victoria avait loué la salle à manger privée de l'un des restaurants de fruits de mer les plus exclusifs et ridiculement chers de la ville pour le vendredi soir à venir. L'invitation disait « Victoria vous invite à un dîner familial privé pour célébrer sa soudaine et massive manne financière et pour annoncer formellement l'avenir du patrimoine familial. » J'ai fixé le papier épais, riant presque à voix haute de la pure audace. Elle a dû complètement vider la dernière carte de crédit restante de Trevor ou prendre un prêt sur salaire à taux d'intérêt élevé juste pour réserver la salle privée et envoyer ses invitations ridicules. Elle invitait toute la famille élargie. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, des gens qui m'avaient toujours jugé discrètement en se basant entièrement sur les histoires tordues et manipulatrices de Victoria. Elle mettait en place une immense scène publique. Elle avait l'intention de rassembler tout le monde, d'annoncer ses millions imaginaires, et d'utiliser le public pour m'humilier officiellement. Elle voulait me regarder de haut depuis son faux trône pour déclarer publiquement qu'elle me coupait de sa fortune nouvellement acquise parce que j'avais été une fille terrible et peu solidaire. Elle organisait essentiellement une fête pour célébrer mon expulsion. Une personne normale aurait jeté l'invitation directement dans la poubelle la plus proche et serait restée loin de ce cirque toxique. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis une auditrice en conformité. Et quand quelqu'un vous invite activement à examiner ses affirmations frauduleuses dans un cadre public, il est de votre devoir professionnel d'y assister. Je suis remonté dans ma chambre d'hôtel et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti l'énorme document PDF que j'avais créé la semaine précédente, l'historique financier de 10 ans, les relevés bancaires,
les factures de carte de crédit, les images fixes de la caméra de sécurité la montrant en train de voler mon billet périmé. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'imprimante du centre d'affaires de l'hôtel. J'ai imprimé 15 copies complètes du document. Chaque copie faisait exactement 42 pages. J'ai acheté des classeurs à reliure noire, épais et professionnels dans un magasin de fournitures de bureau voisin. J'ai soigneusement relié chaque paquet, en m'assurant que chaque page était parfaitement alignée. J'ai placé les 15 classeurs proprement à l'intérieur de ma grande mallette d'affaires en cuir noir. Le vendredi soir est arrivé. Je me suis habillé d'un tailleur noir élégant. J'ai porté des bijoux en argent simple et j'ai ramené mes cheveux en arrière dans un style impeccable et serré. Je ressemblais à une femme entrant dans une salle de conseil d'administration à aux enjeux pour licencier toute une équipe de direction. J'ai conduit jusqu'au restaurant cher, j'ai remis mes clés de voiture au voiturier, et j'ai saisi la poignée de ma lourde mallette. Ce soir, il n'était pas question de colère. Ce soir, il s'agissait d'exécuter une présentation parfaite et indéniable de la vérité. La salle à manger privée du restaurant était incroyablement somptueuse. De lourds rideaux de velours bordaient les murs et un immense lustre en cristal pendait directement au-dessus d'une longue table en acajou poli dressée pour 20 convives. Quand j'ai franchi les portes doubles, la salle est devenue complètement silencieuse. Tous mes parents étaient déjà assis, sirotant du vin cher et picorant des amuse-gueules gourmands. Ma tante Clara, qui m'a toujours regardé comme si j'étais une déception, a chuchoté quelque chose à mon oncle Robert. À la tête de la longue table était assise Victoria. Elle portait une robe en soie neuve et incroyablement chère et un collier de diamants que je savais pertinemment qu'elle ne pouvait pas se permettre. Trevor était assis juste à côté d'elle, portant un costume sur mesure, l'air incroyablement suffisant et important. Le sourire de Victoria était fin comme une lame de rasoir et profondément malveillant quand elle m'a vu. « Helena, je suis honnêtement si surprise que tu aies osé te montrer ce soir. Je supposais que tu aurais trop honte pour venir après la façon dont tu nous as traités. » « Je ne manquerais ça pour rien au monde, Victoria, dis-je sans heurts, prenant la seule chaise vide à l'extrémité de la table. J'ai posé ma lourde mallette en cuir sur le sol, juste à côté de mes pieds. Une fois que les serveurs eurent versé le champagne et quitté discrètement la pièce, fermant les lourdes portes derrière eux, Victoria se leva. Elle tapa sur son verre avec une fourchette en argent, exigeant l'attention absolue de tous. Elle prit une profonde inspiration très théâtrale, se préparant à livrer la performance de sa vie. « Famille, commença-t-elle, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Je vous ai tous réunis ici ce soir parce que ma vie a complètement changé. Comme vous le savez tous, la décennie a été incroyablement difficile pour moi depuis le décès de mon mari. J'ai lutté. J'ai tout sacrifié pour offrir un toit à mes enfants. » Elle fit une pause, me regardant directement avec des yeux pleins de venin. Certains de mes enfants, malheureusement, n'ont pas apprécié ce sacrifice. Helena a été incroyablement cruelle. Elle m'a constamment jeté son petit salaire d'entreprise au visage, me faisant me sentir petite, exigeant le contrôle de ma vie, juste parce qu'elle payait quelques factures ménagères. La semaine dernière, elle a complètement perdu la tête. Elle a essayé de me jeter à la rue. Elle a coupé mon internet. Elle a annulé mes cartes, tout ça par pure méchanceté. Tante Clara haleta doucement, secouant la tête vers moi avec une profonde déception. Mais Dieu est bon, continua Victoria, souriant soudainement de mille feux, levant les mains vers le plafond. Dieu a vu ma douleur. Mardi dernier, j'ai acheté un billet de loterie et j'ai gagné 3 500 000 $. Je suis officiellement millionnaire. La pièce a éclaté en halètements bruyants, en applaudissements et en bavardages excités. Trevor a applaudi bruyamment, se penchant en arrière sur sa chaise comme un prince riche. Je vous ai tous amenés ici pour vous dire que j'achète un immense domaine et que je prendrai soin de tous ceux qui m'ont vraiment soutenu, a déclaré Victoria, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Puis le sourire a disparu, et elle a pointé un doigt manucuré directement le long de la table vers moi. Mais toi, Helena, tu n'auras absolument rien. Je te coupe officiellement de ma vie, de mon testament, et de cette famille. Tu es une fille froide et égoïste, et je veux que tout le monde ici sache exactement qui tu es vraiment. La pièce est redevenue complètement silencieuse. Chaque père Dieu s'est tourné pour me fixer, s'attendant à ce que j'éclate en sanglots, que je crie, que je sorte de la pièce en courant, couverte de honte. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains croisées sagement sur la nappe blanche. J'ai laissé ces accusations flotter dans l'air,
laissant la pure absurdité de ces mensonges s'installer dans le silence. Avez-vous tout à fait terminé votre déclaration liminaire? Ai-je demandé, ma voix calme, se projetant clairement à travers la longue table. Victoria me foudroya du regard, clairement déstabilisée par mon manque de réaction émotionnelle. J'en ai fini avec toi. Tu n'as rien à dire que quiconque ici veuille entendre. Oh, je pense qu'ils voudront entendre ça, dis-je. Je me suis penché, j'ai ouvert ma lourde mallette en cuir, et j'ai sorti l'épaisse pile de classeurs noirs reliés. Je me suis levé, et j'ai commencé à marcher lentement autour de la table, plaçant un lourd classeur parfaitement devant chaque parent. Tante Clara, oncle Robert, mes cousins. J'ai placé les 2 derniers classeurs directement devant Victoria et Trevor. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? A demandé oncle Robert, regardant confusément le document épais. Ça, oncle Robert, c'est exactement 10 ans de vérité financière auditée et très détaillée, dis-je, retournant à ma chaise et restant debout. Victoria vient de vous raconter une histoire très convaincante. Elle vous a dit qu'elle avait tout sacrifié pour garder un toit sur nos têtes. Je vous demande d'ouvrir à la page 3. Quelques-uns de mes parents ont ouvert timidement les classeurs. La page 3 est un historique bancaire certifié des paiements de loyer pour la maison où nous vivions, ai-je expliqué, ma voix résonnant comme un professeur d'université donnant une conférence. Vous remarquerez que chaque paiement des 5 dernières années provenait directement de mon compte chèque personnel. Victoria n'a pas payé de loyer depuis une décennie. De plus, si vous allez à la page 12, vous verrez un résumé détaillé de mes relevés de carte de crédit. Chaque course, chaque facture de service public, chaque goutte de vin cher qu'elle a servi à ses fêtes, tout a été payé par moi. La somme totale de ma contribution financière à sa survie au cours des 5 dernières années seulement est exactement de $182 000. Les parents ont commencé à feuilleter les pages, leurs yeux s'écarquillant de choc absolu en voyant les chiffres surlignés, la preuve indéniable de mes déclarations. C'est complètement faux, a crié Trevor en frappant la main sur la table. Elle a falsifié ses documents sur son ordinateur. Ce sont des relevés bancaires certifiés, Trevor, dis-je calmement. C'est un crime fédéral de les falsifier. Mais puisque vous avez pris la parole, tout le monde, s'il vous plaît, allez à la page 28. C'est une liste complète des prêts commerciaux et des dettes de jeu que j'ai personnellement remboursées pour garder Trevor hors de prison, totalisant exactement $47 000. Tante Clara a levé les yeux du classeur, fixant Victoria avec une expression complètement nouvelle. Ce n'était plus de la pitié. C'était un profond dégoût absolu. Victoria, est-ce vrai? As-tu pris son argent pendant tout ce temps? Le visage de Victoria est devenu rouge vif. Son récit soigneusement construit s'effondrait en temps réel, détruit par une pile de papier imprimé. Elle a paniqué. Elle a eu recours à sa dernière arme désespérée. Ça n'a pas d'importance, a hurlé Victoria, sa voix se brisant, perdant complètement son élégante contenance. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Je suis riche maintenant. J'ai gagné à la loterie. J'ai $3 500 000 et je ne lui dois pas une seule excuse. Elle a fouillé frénétiquement dans son sac à main de créateur cher et a sorti le petit billet de loterie rectangulaire. Elle l'a jeté sur la table, le pointant du doigt sauvagement. Regardez-le. Regardez les numéros. Je suis la gagnante. J'ai souri. C'était un sourire lent, incroyablement froid qui n'atteignait pas mes yeux. Le piège venait de se refermer complètement. Oncle Robert, dis-je, ma voix traversant les cris hystériques de Victoria. Vous êtes assis juste à côté d'elle. Puisque Victoria est si incroyablement fière de son billet gagnant, voudriez-vous s'il vous plaît me rendre un petit service? Prenez-le. Oncle Robert hésita, regardant entre moi et Victoria. Puis il s'est penché et a soigneusement ramassé le bout de papier de la table. Lisez les numéros à voix haute pour tout le monde, s'il vous plaît, ai-je ordonné. Il a ajusté ses lunettes de lecture. 22, 34, 41, 55, 60. Powerball 12. Parfait, dis-je. Maintenant, oncle Robert, regardez directement sous le logo de la loterie dans le coin supérieur gauche. Lisez la date de tirage officielle imprimée sur le billet. Lisez-la très clairement. La pièce entière était silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur. Oncle Robert plissa les yeux devant la petite impression noire. Son front se plissa d'une profonde confusion.
Il leva les yeux vers Victoria, puis les rabaissa sur le billet. La date est le mercredi 12, lut oncle Robert à voix haute. J'ai regardé directement Victoria. Son visage était complètement figé. Mardi dernier, la nuit où vous m'avez mise à la porte de ma maison, c'était le mardi 19, dis-je lentement, en articulant chaque syllabe pour que tout le monde dans la pièce puisse parfaitement comprendre. Le tirage gagnant que vous avez vu à la télévision était pour le mardi 19. Le billet que vous tenez dans votre main date du mercredi précédent. C'est un vieux billet. C'est un bout de papier périmé et sans valeur que j'ai acheté, vérifié, et laissé sur le comptoir de la cuisine comme un déchet. La mâchoire de Victoria tomba. Toute la couleur a instantanément quitté son visage, la laissant complètement pâle et terrifiée. Non, non, tu mens. Tu essaies de me tromper. Elle a arraché le billet des mains d'oncle Robert et a fixé frénétiquement les petits caractères. Ses lèvres bougeaient silencieusement tandis qu'elle lisait la date. La date qu'elle avait complètement ignorée dans sa cupidité aveugle et désespérée. Si vous voulez d'autres preuves, ai-je continué, ma voix absolument implacable, allez à la page 41 de vos classeurs. C'est une image fixe haute résolution prise par la caméra de sécurité dans mon couloir. Elle montre clairement Victoria se faufilant dans ma cuisine et volant ce morceau exact de déchet sans valeur directement sur mon comptoir. Trevor se leva, le visage complètement pâle, les mains tremblant violemment. Il regarda sa mère. « Maman. Maman, dis-moi qu'elle ment. Dis-moi que le billet est vrai. J'ai déjà signé un bail pour une voiture de luxe aujourd'hui sur la base de cet argent. Maman. » Victoria ne lui répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle fixait le petit bout de papier périmé dans ses mains tremblantes comme s'il s'était soudainement transformé en un serpent venimeux. L'illusion de son grand avenir riche s'est brisée en 1 million de morceaux tranchants juste là, devant toute la famille. Tante Clara a laissé tomber le classeur noir sur la table avec dégoût. Tu nous as tous invités ici pour te vanter alors que tu as saigné ta propre fille à blanc pendant 10 ans. Et tu n'as même pas d'argent. Tu es pathétique, Victoria. La panique écrasante dans la pièce était palpable. Trevor était en hyperventilation, réalisant les énormes problèmes financiers dans lesquels il venait de s'engager aveuglément. Victoria était complètement silencieuse, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce, cherchant désespérément un moyen de tourner le récit, un moyen de jouer la victime une dernière fois. Mais elle n'avait absolument plus rien. La trace écrite l'avait enterrée vivante. J'ai mis la main dans la poche de ma veste de costume et j'ai sorti une dernière feuille de papier. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée, dis-je, ma voix traversant le chaos et réduisant instantanément la pièce au silence une fois de plus. J'ai marché jusqu'à Victoria et j'ai laissé tomber le bout de papier juste au-dessus de son billet de loterie sans valeur. « Qu'est-ce que c'est » a demandé tranquillement oncle Robert. « C'est une notification légale formelle du propriétaire de la maison, dis-je sans heurts. Comme je l'ai dit plus tôt, le bail était entièrement à mon nom. J'ai légalement résilié le contrat la semaine dernière. Le propriétaire exige que vous et Trevor quittiez les lieux dans les 3 jours, sinon il engagera une procédure d'expulsion formelle et fera appel au shérif pour vous faire sortir de force. » Victoria leva les yeux vers moi, de vraies larmes de terreur absolue montant enfin dans ses yeux. « Elena, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Où irons-nous? Nous n'avons pas un seul dollar. Tu dois nous aider. Je suis ta mère. Vous avez très clairement indiqué mardi dernier que vous n'aviez plus besoin de mes pathétiques centimes, ai-je répondu, mon ton complètement dépourvu de toute sympathie ou émotion. Vous m'avez dit de sortir de votre maison. J'ai simplement obéi à vos demandes. Mais l'argent? A hurlé Trevor, me regardant soudainement avec une réalisation sauvage et désespérée. Si ce billet date de la semaine dernière, en as-tu acheté un autre? As-tu réellement gagné? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Victoria. Je me suis permis un dernier sourire extrêmement vif. Le billet gagnant du mardi 19 a été acheté par moi en utilisant ma carte de débit. Il était en sécurité dans mon portefeuille pendant tout le temps où vous me criez de faire mes valises. Et depuis hier matin, ces 3 500 000 $ reposent en toute sécurité dans une fiducie aveugle anonyme et irrévocable gérée par mon équipe juridique. Aucun de vous n'en verra jamais un seul centime. Victoria laissa échapper un sanglot fort et brisé, enfouissant son visage dans ses mains. Le son était incroyablement pathétique, mais il ne m'a pas du tout ému. Je ne ressentais absolument rien d'autre qu'un profond sentiment de clôture.
J'ai ramassé ma mallette en cuir vide et je l'ai refermée. Le clic sonore a résonné dans la pièce silencieuse. Profitez bien du reste de votre dîner, dis-je à la salle en général. Je suis absolument certaine que Victoria a un plan pour payer l'énorme facture de cette salle privée ce soir. Après tout, c'est la riche matriarche. J'ai tourné les talons et je suis sorti de la salle à manger privée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché dans le couloir moquetté, j'ai franchi les lourdes portes en verre du restaurant et je suis sorti dans l'air frais et frais du soir. J'ai donné mon ticket au voiturier, je lui ai donné un généreux pourboire, et je suis parti dans la nuit. La vérité et les preuves vérifiables sont les armes ultimes absolues contre la manipulation émotionnelle. Si vous êtes d'accord que fixer des limites fermes est nécessaire, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de justice. Les retombées du dîner ont été absolues, immédiates, et incroyablement dévastatrices pour Victoria. Les épais classeurs noirs que j'avais distribués ont agi comme un virus de vérité très contagieux au sein de notre famille élargie. Dès le lendemain matin, chaque tante, oncle et cousin éloignés savaient exactement quel genre de personne était vraiment Victoria. Les conséquences sociales ont été brutales. Victoria avait passé des années à cultiver soigneusement une image de veuve riche, souffrante et sainte. Maintenant, elle était connue comme une parasite financière qui avait tenté de voler sa propre fille travailleuse et avait misérablement échoué en raison de sa propre incompétence. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels téléphoniques. Les dames de son club social se sont soudainement retrouvées complètement occupées chaque fois qu'elle essayait d'organiser une réunion. Mais l'isolement social n'était rien comparé au tsunami financier qui s'est abattu sur eux. 3 jours après le dîner, précisément comme l'indiquait l'avis légal, le propriétaire est arrivé à la maison accompagné d'officiers de police locaux. Parce que mon nom avait été officiellement retiré du bail et que Victoria ne possédait absolument aucune preuve de revenu ou de capacité à payer une nouvelle caution, ils ont été officiellement expulsés. Ils ont été contraints de mettre les affaires qu'ils pouvaient emporter dans des sacs poubelles et de quitter la propriété immédiatement. Trevor a prouvé, comme on pouvait s'y attendre, son inutilité absolue. Au moment où il a réalisé que l'argent était une illusion complète et au moment où le concessionnaire de voitures de luxe a commencé à l'appeler pour exiger l'énorme acompte qu'il leur avait promis, il a complètement abandonné sa mère. Il a mis ses costumes chers dans une valise, a volé le dernier bijou de valeur restant de Victoria, et est monté dans un bus en direction d'un autre État. Il l'a laissé debout sur le trottoir avec quelques sacs de vêtements, complètement seul. Victoria a essayé de porter sa bataille sur Internet. Elle a publié une longue diatribe incroyablement déséquilibrée sur sa page de médias sociaux, tentant d'employer la tactique d'Arvo une dernière fois. Elle a tapé des paragraphes affirmant que sa fille cruelle et riche l'avait violemment jetée à la rue et avait volé ses gains de loterie légitimes. Je n'ai pas discuté avec elle dans les commentaires. Je n'ai pas tapé une réponse colérique et émotionnelle. J'ai simplement répondu à sa publication publique avec un seul lien très efficace. C'était un lien vers un disque cloud sécurisé et consultable contenant le document PDF de 42 pages et la vidéo de 30 secondes de la caméra de sécurité la montrant en train de voler explicitement le billet périmé sur le comptoir de ma cuisine. Internet s'est retourné contre elle rapidement et brutalement. Ses propres amis restants ont commenté la vidéo, exprimant leur horreur et leur dégoût absolu. En moins de 2 heures, complètement dépassée par la vague massive de honte publique et de preuves indéniables, elle a supprimé tout son profil de médias sociaux. Le silence qui a suivi a été incroyablement paisible. Je pensais vraiment avoir vu la toute dernière d'elle. J'avais réussi à emménager dans un bel et spacieux appartement de luxe en centre-ville. Ma carrière était florissante. Mon esprit était clair, et mes comptes en banque étaient incroyablement sains. Mais les parasites ne se détachent pas simplement pour s'en aller. Ils s'accrochent jusqu'à ce qu'ils soient violemment raclés. Exactement 2 semaines après l'expulsion, j'étais assise à mon bureau dans mon immeuble de bureau. Le téléphone de mon bureau a sonné. C'était le gardien de sécurité en bas dans le hall principal. « Mademoiselle Helena, je suis incroyablement désolé de vous déranger », a dit le gardien, l'air légèrement mal à l'aise. « Il y a une femme en bas qui prétend être votre mère. Elle fait toute une scène et exige de monter vous voir. Voulez-vous que j'appelle la police ?» J'ai soupiré, en sauvegardant ma feuille de calcul. Non, ne la laissez pas monter. Je vais descendre dans le hall. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Quand les portes argentées se sont ouvertes, j'ai vu Victoria debout près du bureau de la réception. Elle avait l'air absolument terrible.
Les robes de chambre en soie chère et le maquillage de créateur avaient complètement disparu. Elle portait un manteau froissé. Ses cheveux étaient en désordre, et elle semblait avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vue au restaurant. Quand elle m'a vu traverser le sol en marbre, elle s'est immédiatement précipitée vers moi, des larmes coulant rapidement sur son visage. Elena. Oh mon Dieu, Elena, s'il te plaît. Tu dois m'aider. J'ai arrêté de marcher, gardant une distance ferme et sûre entre nous. Je me tenais parfaitement droite, mes mains croisées en toute sécurité devant moi. Qu'est-ce que vous faites ici, Victoria? J'ai été incroyablement clair sur le fait que je ne veux aucun contact avec vous. Elle est tombée à genoux en plein milieu du hall d'entreprise, sanglotant bruyamment, faisant un grand spectacle pour les employés de bureau qui passaient. Je n'ai rien. Trevor m'a quitté. Je dors sur le canapé horrible de tante Clara, et elle dit que je dois partir d'ici demain. Je n'ai absolument pas d'argent pour la nourriture. Tu ne peux pas laisser ta mère mourir dans la rue. Je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. L'argent m'a juste aveuglé. Elena, s'il te plaît, pardonne-moi. Elle suppliait. Mais même dans sa supplication, elle tentait de me manipuler. Elle blâmait l'argent. Elle essayait d'utiliser la culpabilité publique pour me forcer la main. Je l'ai regardée. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'une limite profonde et inébranlable. Levez-vous, Victoria, dis-je, ma voix complètement plate et silencieuse. Vous vous embarrassez sur mon lieu de travail. Elle s'est lentement levée, s'essuyant le visage, me regardant avec une lueur d'espoir désespérée et pathétique. Tu vas m'aider, tu vas me trouver un appartement. Non, ai-je répondu clairement et de manière décisive. Je ne vais pas vous donner un seul dollar. Vous n'avez pas fait une erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Ce que vous avez fait était une tentative calculée et délibérée de me voler, de me jeter hors de ma propre maison, et de m'humilier publiquement simplement parce que vous pensiez que vous n'aviez plus besoin de m'utiliser comme votre compte bancaire personnel. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Mais je suis ta mère, a-t-elle gémi, en essayant de saisir mon bras. J'ai reculé rapidement. Vous n'êtes pas ma mère. Vous êtes une femme qui a choisi sa propre cupidité plutôt que sa fille. La différence entre vous et moi, c'est que je comprends réellement le concept de cause à effet. Vous avez complètement brûlé le pont, Victoria. Maintenant, vous devez apprendre à nager. Ne revenez jamais à mon bureau, sinon je vous ferai arrêter officiellement pour violation de propriété et harcèlement. Je lui ai tourné le dos et je suis retourné calmement vers les ascenseurs. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule alors que la lourde porte en métal se refermait, coupant entièrement sa voix frénétique et criarde. C'était la rupture absolue et finale des chaînes. 6 mois ont passé, une demi-année de paix absolue et ininterrompue. Je n'ai pas quitté mon emploi d'auditrice senior en conformité. La routine, les chiffres, la logique prévisible du monde de l'entreprise manqueraient. Cependant, j'ai utilisé une petite partie calculée de l'argent du fonds fiduciaire pour investir judicieusement. J'ai acheté le magnifique appartement Pentouse que je louais, le rénovant entièrement selon mes spécifications exactes. J'ai engagé un conseiller financier agressif pour gérer le reste des 3 500 000 $, m'assurant qu'il croîtrait régulièrement pour le reste de ma vie. J'ai entendu des rumeurs par le biais de la famille, bien que je ne les ai jamais activement recherchées. Victoria avait complètement épuisé la patience limitée de tante Clara et avait finalement été expulsée de sa maison. Elle travaillait actuellement à un emploi de détail au salaire minimum, louant une petite chambre exiguë dans un quartier délabré de la ville. Trevor avait apparemment été arrêté dans un autre État pour avoir tenté de faire passer des chèques frauduleux, détruisant complètement son avenir. Ils faisaient enfin face aux dures conséquences réelles de leur propre comportement incroyablement toxique. Ils découvraient le monde sans le bouclier protecteur incroyablement cher que je leur avais fourni pendant 10 longues années. Un dimanche matin frais et clair, j'étais debout sur l'immense balcon de mon Pentouse, tenant une tasse chaude de café cher. La ligne d'horizon de la ville s'étendait magnifiquement devant moi, captant la lumière dorée et vive du soleil matinal. L'air était incroyablement frais et pur. J'ai réalisé à ce moment calme et parfait que l'énorme somme d'argent que j'avais gagnée n'était en réalité que du papier et des chiffres numériques sur un écran de banque sécurisé. L'argent était un outil merveilleux, absolument. Mais ce n'était pas le véritable prix que j'avais gagné ce mardi soir-là.
Le véritable prix était ma liberté absolue. Le prix était de me réveiller chaque jour en sachant que je n'étais plus l'hôte de parasites. Le prix était le silence profond de ma maison, complètement exempt de manipulation émotionnelle, de disputes hurlantes, et du poids lourd et écrasant de la culpabilité non méritée. Victoria pensait qu'elle tenait la clé d'or de la liberté quand elle a agité ce billet de loterie périmé devant mon visage. Mais elle n'a pas réalisé que la clé avait toujours été entre mes mains. La trace écrite, les preuves, la logique inflexible d'une auditrice en conformité. J'avais utilisé la vérité pour verrouiller définitivement la porte derrière moi, les laissant piégés dans le monde misérable et toxique qu'ils avaient créé pour eux-mêmes. Et alors que je prenais une autre gorgée de mon café, regardant la belle ville calme, je ne m'étais jamais senti aussi incroyablement riche de toute ma vie. Avez-vous déjà dû établir une limite infranchissable avec un membre de la famille toxique? Comment l'avez-vous finalement appliquée? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.